Bonjour à tous, alors je viens de découvrir un film, un peu tard, je l'avoue, mais c'est L'Imprécateur, avec Jean-Yann, Michel Piccoli, Jean-Pierre Marielle, Jean-Claude Brialy, Michel Lonsdale, Marlène Jobert. Alors on y viendra plus tard, mais effectivement, je suis pas né non plus dans les années 60-70, mais je devrais connaître ce film si les grilles de programmation TV faisaient leur travail, et s'il était en vente dans le commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait partie des films qui sont volontairement ou non oubliés, mis au placard avec une boule d'intimite. On y reviendra plus tard. Donc le synopsis de ce film, pour faire court, il s'agit d'une multinationale qui a son siège dans une tour, qui est je crois la tour Montparnasse, dans le film à Paris. Et il s'agit en fait d'une métaphore sur la problématique de la fin du capitalisme, enfin de ce capitalisme intégral qui souhaitait finalement rendre le monde une entité privée géante sous le prétexte fallacieux qu'ainsi il n'y aurait plus de guerre. Comme si d'ailleurs il ne pouvait pas y avoir de guerre civile quand une seule entreprise imposerait ses salaires et ses conditions sur le monde entier, vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Et donc, à tous les niveaux, cette entreprise, son directeur et son comité de direction reçoivent des menaces qui pourraient un petit peu être des menaces actuelles d'anarchistes ou d'Anonymous. C'est-à-dire que, en gros, on leur dit la fin est proche pour votre entreprise et par ailleurs le bâtiment en lui-même est en train de se fissurer à la base, on voit bien les colonnes de béton armées en sous-sol qui commencent à se fissurer, donc c'est pas seulement une image que le capitalisme peut s'effondrer, c'est la tour elle-même qui peut s'effondrer. Ok, et c'est un film où on est à la lisière du fantastique. Je vais pas vous spoiler la fin, même si je devrais en parler, mais dans les grandes lignes. Alors, première chose, donc il fait partie de ces films qui sont volontairement ou non oubliés. Alors il va toujours y avoir quelqu'un dans les commentaires qui sera de mauvaise foi, qui va me dire « Mais il est pas rare du tout, regarde, j'ai trouvé un lien. » Et ça va être un bullshit lien vers un truc indisponible ou qui est en rupture de stock. Dans tous les cas, pour moi, il n'est pas dans le commerce, puisque ici, sur le site DVD Toile, on nous dit bien, en somme, L'Imprécateur, imparfait mais passionnant et visionnaire, ne mérite absolument pas son invisibilité et mériterait largement une édition Blu-ray DVD afin que ses qualités et ses défauts puissent être appréciés de tous. Effectivement, on peut se demander pourquoi même parfois, pour un même cinéaste, il y a des films qui sont totalement anodins, bon enfant, qui dérangent personne, qui sont largement disponibles, qu'on voit tous les ans à la TV, qui sont disponibles en DVD, et ce genre de films, des petites perles, qui font réfléchir, même s'il n'y a pas énormément de moyens, des grands films en fait par la signification, eh bien, on peut plus les trouver, comme par hasard. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'expression comme par hasard, mais pour moi il n'y a pas de hasard. J'ai de nombreux autres exemples qu'on vient de pas me dire, oui mais l'intérêt commercial est pas évident, c'était des petits films un peu nanars, machin. Alors pas du tout pour moi des nanars, puisqu'effectivement il ressemble à 1000 milliards de dollars de Verneuil, qui a fait... je sais pas, quasiment 200 000 vues sur ma chaîne. C'est celui-là que j'ai mis, ouais c'est celui-là. Je veux dire, un film avec Jean-Yann, Piccoli, etc., je veux dire, ça va se vendre, quoi. Je veux dire, c'est pas ce que coûte la restauration d'un film, vous voyez, bref. Et en fait, ça se passe très souvent, ça, pour les films qui font réfléchir, qui dérangent un petit peu. Donc j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête. Ça va me venir tout de suite. Le film TV... Brotherhood of the Bell, que je vous avais traduit, donc la Fraternité de la Cloche, qui n'existe que dans une obscure édition espagnole à moitié pirate à 150 $. On avait le film Il de Jean Daniel Simon, je crois que c'est Jean Daniel, que je vous avais... diffusé, qui avait été bloqué, je crois, enfin je sais plus trop, dans lequel sont dites des choses troublantes, puisque ça faisait référence à Voyage en kaléidoscope de Irène Hillel Erlanger. Et là aussi on m'avait dit, si, regarde, il y a un lien, il est disponible, il est pas du tout rare, enfin... On va pas discuter le bout de gras, mais ceux qui me donnaient des liens en général, il y en avait qui me donnaient
le lien que j'avais mis ailleurs que YouTube, c'est-à-dire sur, je sais plus si c'était sur archive.org ou autre, ou alors il y en avait d'autres qui l'avaient mis sur YouTube grâce au lien de téléchargement que j'avais trouvé dans les bas-fonds du net, et qui m'avait dit si, regarde, il est en diffusion. Mais je disais, mais regarde la date. Il y a quelqu'un qui l'a mis en ligne un jour après que j'ai parlé de ce film. Et d'ailleurs, Jean-Daniel Simon, le pauvre, était décédé quelques semaines après ma vidéo. Donc, ça m'avait rendu triste. Bref, c'est bizarre, cette mauvaise foi de troll, vous savez. Et ça fait très étrange que tout d'un coup, on ait des gens qui disent « Mais si, regarde... Enfin, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi. Il n'est pas disponible dans le commerce, on le voit plus jamais à la télévision. Enfin, ça devrait être des films dont on parle tout le temps, qui portent un vrai message, vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres films comme ça, hein, pour parler de Chabrol, dont d'autres films sont tout à fait disponibles dans le commerce. Il y a Alice ou La Dernière Fugue, alors je comprends bien que la maison d'édition qui s'occupe de ses droits ait des problèmes, parce que c'est compliqué au niveau de sa succession, donc il y a des films comme ça qui se retrouvent pas disponibles dans le commerce et qu'on peut pas visionner non plus. Mais bizarrement, c'est jamais en fait d'autres films du même réalisateur qui sont tout à fait visibles. Par exemple, je sais pas, on a Le Chapelier ou Le Boucher, de Claude Chabrol, qu'on peut acheter dans le commerce, si je me trompe pas. Et il y en a d'autres, bah non. Alors que Alice ou les Dernières Fugues, ça dit des choses très profondes. Donc oui, il y a une indisponibilité de ces films qui est préoccupante. Parce que c'est une question de droit, soi-disant, n'empêche que on peut plus les voir. Et ça ressemble un petit peu à ce qui était dit dans 1984 ou Le Meilleur des Mondes, je sais plus. Comme quoi, dans le futur, on supprimerait progressivement les références au passé pour créer non seulement une nouvelle langue, mais un nouveau système de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très dangereux. Oui, je pensais aussi au film Early Warning, Alerte précoce, que je vous avais traduit. Non seulement il n'est pas disponible dans le commerce, enfin, sauf en anglais des versions bootleg, mais en plus on ne peut pas le diffuser sur YouTube. On a un message, un strike, Affiliate Network. Alors ça, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 6 mois. On dirait que maintenant, quand c'est plus les grosses maisons de production, Warner, etc., qui vous bloquent, il y a des espèces de réseaux mystérieux, Affiliate Network, et on a l'impression que pour pas diffuser certains trucs, il y a ces plateformes qui créent eux-mêmes des réseaux. En fait, c'est assez simple hein, de créer un réseau où on peut striker ensuite les vidéos. En fait, il s'agit de laisser une empreinte visuelle ou sonore sur, que ce soit Content ID ou Adrev, etc. Et dès que ça repère la signature visuelle ou sonore d'un film ou d'une musique, eh bien, ça envoie un strike. Et bizarrement, les films qui dérangent, et là où il y avait une espèce de vide juridique, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, comment dire, il n'était pas exploité commercialement, même si c'est pas un vide juridique, et bien maintenant, ces films-là sont bloqués aussi par le mystérieux Affiliate Network. Ok. Et ce qui est dommage, vous allez voir, dans les commentaires du film qui a été publié là, c'est que ce qui est dommage, c'est que 99% des gens passent à côté de sa signification, vous allez voir, et que les gens, aujourd'hui, pour moi, ne sont plus capables de déceler ce qui est dit entre les lignes. C'est-à-dire que on a des messages qui sont d'une subtilité incroyable, puisqu'à l'époque, il y avait encore une vraie censure. Vous voyez, c'est comme dans les ouvrages du XVIIIe siècle, que ce soit Coderlo de Laclos ou autre, les choses étaient dites par métaphore, par image, parce qu'on ne pouvait pas dire les choses directement. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, si on ne dit pas les choses directement aux gens, du genre si on se met pas en danger, les gens comprennent rien, quoi. Regardez les commentaires du film, typiquement. C'était encore l'âge d'or du cinéma français, bon, certes. Très bon film d'anticipation, ok. Je reconnais bien dans ce film les comportements des cadres supérieurs d'une entreprise. Bon, c'est pas ça le plus important dans le film. Une bataille de cadres dans un tunnel qui finit mal, mais l'essentiel était dit dans un film très visionnaire. Bon, on sait pas pourquoi il est visionnaire pour l'instant. Quel bonheur de revoir réunis dans un même film tous ces acteurs. Super. Suspense insoutenable. Ouais, mais pour moi, il y a d'autres choses à en tirer. Excellent film avec les acteurs que nous regrettons. J'ai beaucoup aimé. Prémonitoire, ouais, mais on n'a pas plus d'explications. Quel dommage que tous ces malfaisants ne soient pas restés dans la boue sous les ruines de la tour.
Oui, mais là on reste trop dans la narration. Il faut prendre un petit peu plus de hauteur, vous voyez ce que je veux dire. Nos meilleurs acteurs au cimetière, très bon film. Ouais, tout le monde passe à côté. Il faut reconnaître que le son n'était pas vraiment au top. Comme si on avait attendu ces gens-là pour que le film sorte il y a 45 ans, quoi. Enfin, pas de sous-titres en français. Bref. Mais vous allez voir qu'il y a des messages subliminaux très subtils. On va commencer avec la diffusion du film. Donc, beaucoup de gens passent à côté du fait que on commence par une vue sur les World Trade Center et on va comprendre pourquoi surtout. Donc les 2 tours du WTC qui ont été détruites en septembre 2001, je dis ça pour les plus jeunes qui seraient nés en 2001 par exemple. Donc vous allez voir en quoi on peut faire la comparaison directe avec la tour dans le film, qui est la tour Montparnasse, dans laquelle le siège social de l'entreprise réside. Et on insiste bien sur ces 2 tours. Et qu'est-ce qu'elles représentaient, ces 2 tours ? Eh bien, même dans la légende officielle, c'est-à-dire pour les terroristes musulmans, ça représentait l'arrogance du capitalisme. Les 2 tours avaient été construites par les Rockefeller, et ça représentait vraiment la puissance de l'Amérique. Très bien. Et vous allez voir que c'est pas un hasard le fait que on passe de ces 2 tours aux États-Unis à progressivement la tour Montparnasse, là où le film va se passer. Je crois que c'est la tour Montparnasse, hein. M'en veuillez pas si c'est pas le cas, mais enfin c'est une des tours noires là qui est à Paris. Regardez. Donc là on s'éloigne progressivement des World Trade Center. Vous voyez ? On fait un fondu sur la tour Montparnasse. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ce qu'on va dire dans ce film est une métaphore de ce qui se passera plus tard avec les World Trade Center. Là, je vais prendre une optique de programmation prédictive, predictive programming, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a finalement des gens qui viendraient de notre monde, mais de dimension en fait dans le futur, et qui reviennent en tant que réalisateurs ou acteurs et influencer finalement les scénarios des films pour nous dire des vérités, pour essayer de nous prévenir des catastrophes qui auront lieu, ou, deuxième possibilité du predictive programming, c'est de façon cynique que les élites, ou pas forcément les élites d'ailleurs, ça pourrait être une faction anarchisante des élites, enfin de ce qu'on appelle les élites, mais qui sont des artistes, des acteurs, des réalisateurs. Vous voyez, c'est pas les capitaines d'industrie, qui soit essayent de nous prévenir des plans dont ils sont au courant déjà 30-40 ans avant que la chose n'arrive, ou bien, plus cynique, les producteurs de films qui font partie de l'élite, en fait, nous montrent ce qu'ils vont nous faire. Bon, ça pour moi, avec l'expérience, c'est la solution qui est à retenir le plus faiblement. Hein, c'est vraiment, à mon avis, pas ça l'objectif. Pourquoi les tours du World Trade Center du début sont à relier avec ce film, et surtout la fin du film, hein, je vais pas spoiler, mais je vais être obligé d'en parler un petit peu. Les bases de la tour dans le film ont été sabotées à partir d'un moment, c'est-à-dire que dans le film, le siège de la société multinationale se trouve dans cette tour, et finalement l'idée de cette multinationale, avec arrogance, hein, au début du film on nous dit la vision capitaliste qu'on a, c'est que je crois que c'est Marlène Jobert qui le dit dans le film en rapportant un propos d'un cadre. Notre vision, c'est que s'il pouvait un jour y avoir une seule entité privée qui dirige l'humanité, ça éviterait les guerres. Alors, bien évidemment, c'est tellement naïf, puisque ça n'éviterait pas les guerres civiles ou les émeutes. Si un jour, il y a une position dominante de la part de ces sociétés privées qui dirigeraient le monde, puisque ce serait elles seules qui fixeraient les salaires, etc. Enfin, on imagine bien le bordel. Bref, donc,
dans le film, c'est une métaphore finalement de la destruction future aussi du capitalisme intégral, outrancier. Puisque non seulement on veut poser problème à cette multinationale avec des menaces de destruction finalement, et c'est pas seulement une image, puisque la tour aussi menace de s'effondrer, puisqu'on sabote en fait les piliers en béton armé qui soutiennent les bases de la tour. Et vu certaines pistes qui ont été évoquées pour les tours du World Trade Center, le fait qu'elles ne peuvent pas s'effondrer de cette manière-là, de façon aussi propre et droite comme ça, avec seulement un avion qui se plante dans la tour, mais le fait que comment dire, on voit certaines explosions, donc il y a eu non seulement des bombes pour faire céder les structures, mais aussi à la base, les structures étaient peut-être sciées en biseau, ce qu'on fait souvent d'ailleurs pour la destruction de bâtiments. Hein, c'est une hypothèse. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent avec ça dans le film. Hein, les bases de la tour Montparnasse ont été sabotées pour que les tours s'effondrent, ce qui représente aussi donc l'image de la fin du capitalisme. Hein. Là, c'est mes petites notes que j'ai à côté. Donc ici, ils ont dû faire évacuer tout le bâtiment et ils vont aller vérifier eux-mêmes en fait les colonnes qui soutiennent la tour, qui deviennent de plus en plus menaçantes au niveau des brèches. Vous voyez ? Ça a été fait avec un chalumeau, c'est un sabotage. Ça a été fait avec un chalumeau, c'est un sabotage. Ça me paraît assez sérieux. Donc là, très intéressant, parce que dans ce qui s'avérera être soi-disant un rêve de l'acteur joué par Jean-Yann dans le film, ici, finalement, c'est le directeur qui s'accuse, et il y a l'associé qui lui dit « Mais vous avez perdu la tête, c'était vous, en fait, qui voulait que la société se casse la figure. » Et l'autre dit « Non, c'est votre société qui a perdu la tête. » Donc là, on a bien évidemment une critique du capitalisme. Et on avait ce cadre-là, cet employé, parce que là, en fait, ils vont vérifier les sous-sols de la tour qui rejoignent les catacombes, hein, puisque il y a tout un réseau sous Paris de catacombes. Et oui, voilà, alors là, la tour commence à s'effondrer, donc c'est l'apocalypse. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était un petit peu avant, finalement, où un des dirigeants de la société, qu'on pourrait prendre pour un ancien nazi, à un moment, il leur conseille de faire taire définitivement un des cadres qui finalement est le maillon faible, hein, qui commence à paniquer, etc. J'arrive plus à vous retrouver le moment, mais si, c'est par là. Donc ça aussi, ça veut probablement dire quelque chose. À un moment, il dit froidement noyez-le, qu'on soit tranquille, quoi. Donc après, c'est comme un instant de karma qui viendrait, c'est-à-dire que ce personnage qui devait être mort revient et finalement est à la base de cet apocalypse, c'est-à-dire la tour qui s'effondre et tous les cadres meurent sauf celui qui est joué par Jean-Yann, qui est directeur des ressources humaines. Et alors oui, petite parenthèse, vous voyez, ça c'est encore c'est une copie d'une rediffusion russe à la télé. C'est quand même triste que ce genre de film ne passe tellement plus à la TV française, qu'on soit obligé de repiquer des copies. Heureusement qu'ils sont là quand même, que ce soit OKRU ou... heureusement qu'on peut trouver nos films français sur ces plateformes encore. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais ce qui est très intéressant, donc, c'est que le cadre joué par Jean-Yann,
eh bien, on se rend compte qu'en fait, il se réveille de son coma et que ça n'était qu'un affreux cauchemar. Et beaucoup de gens disent mais la fin du film est étrange finalement. Mais en fait, il n'y a rien d'étrange. Comme ils ne peuvent pas dire les choses directement, ils veulent bien asseoir le fait que c'est une critique du capitalisme, ce film, et que le capitalisme finira par se détruire. Mais en fait, ils cherchent pas totalement à revenir là-dessus. C'est-à-dire que Jean-Yann, il se réveille de son coma, donc on se dit « Ah, c'était un cauchemar, ils sont pas morts, etc. » Sauf que il dit à cet employé « Fais attention parce qu'il a eu une sorte de prémonition, puisque dans son rêve, dans tout son rêve, au début du film, l'employé là qui est en voiture, le cadre, eh bien, meurt dans un accident de voiture. Et c'est une capacité humaine que certaines personnes ont, c'est celle de voir le futur proche, en ce qui concerne les dangers qui concernent les autres individus et parfois eux-mêmes. Donc là, finalement, l'accident de ce cadre supérieur de la société va bien se passer, et là on est à la fin du film. Donc, si on comprend bien, il nous redéroule pas toute la boucle, mais en fait, c'était pas un rêve. C'est comme si Jean-Yann, enfin l'acteur joué par Jean-Yann, en tombant dans le coma, eh bien, avait vu le futur proche se dérouler. Et là, en fait, c'est vous savez, quand on côtoie la mort, on ne sait pas du tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu le passé, d'autres le futur. Des gens, vous savez, qui reviennent justement du coma ou autre. Donc, c'est ça qui est abordé dans le film. C'est-à-dire qu'on nous dit « Ah, c'est bizarre, parce que, ok, il se réveille d'un cauchemar, en fait, et on voit quand même l'accident du cadre supérieur à la fin. » Oui, mais ça implique tout ce qu'il y a après. Ça implique le fait qu'on revient du coup au début du film et que tout ce qui se passe dans le film se passe vraiment. Mais le réalisateur se protège, en fait, soit de la critique du capitalisme qu'il fait par rapport au capitaine d'industrie, parce que sinon il n'aurait peut-être pas ses financements pour la production du film, ou peut-être qu'il se protège pour le futur, pour que la plupart des gens ne se disent pas « Ah, mais c'était de la programmation prédictive. » En fait, on nous disait que les tours du World Trade Center allaient s'effondrer. Vous voyez ? Ça protège. Mais les gens qui sont subtils, qui savent lire entre les lignes, comprennent que du coup, à la fin du film, on recommence la boucle. Mais tout le monde ne sera pas capable de voir ça. Donc, ce qui est très intéressant, on va y venir, c'est que la sortie France du film, donc la première sortie internationale, puisque le film est français, eh bien, c'est le 7 septembre 1977, comme on le voit ici. Donc, on a beaucoup de 7, hein. On peut retenir 7, 7, 7. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous vous souvenez, Jovanovic avait écrit 777, la chute du Vatican et de Wall Street selon Saint Jean, je crois. Hein. Ça fait référence d'ailleurs à l'Apocalypse selon Saint Jean. Il nous disait le 29 septembre 2008, au moment précis où la cloche a sonné, l'indicateur du Dow Jones marquait exactement moins 777,7. Et là, on a effectivement un article qui date du 29 septembre 2008, qui est encore en ligne, et qui nous dit qu'effectivement, le cours de l'indice boursier principal baisse à 777 points. Donc c'est véridique, hein, ça c'est pas du complot. Et pourquoi ça peut concerner l'imprécateur et les tours du World Trade Center ? Parce que je vous disais au début que les World Trade Center représentaient mondialement le symbole du capitalisme, avec aussi cette symbolique du phallus. Enfin, ça a toujours été le symbole de la puissance. Dans la Renaissance, il y avait des tours toutes plus hautes les unes que les autres, parce que les villages se faisaient concurrence, et c'était une façon de montrer sa puissance. Pareil aujourd'hui dans les Émirats Arabes Unis, à Dubaï, en Malaisie, etc., avec des records de hauteur qui sont régulièrement dépassés. Bon, c'est pour montrer sa puissance. Donc les tours du World Trade Center représentaient le capitalisme, et elles ont été rayées de la carte, peut-être par le système qui voulait de l'intérieur en fait commencer ce cycle de décroissance, c'est-à-dire mettre fin lui-même
que le système mette fin lui-même à ce capitalisme, enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore sorti, mais c'est quand même la débâcle. Et soit en fait, il s'agit d'une faction anarchiste qui se situe paradoxalement au niveau de certaines élites et qui essaye de l'intérieur ce serait peut-être un complot de l'intérieur, qui essaye de mettre fin à ce capitalisme. Donc le film annoncerait non seulement peut-être la destruction physique future, les attentats du 11 septembre, mais aussi, avec cette date du 7 septembre 77, en référence au 3-7, annonçait peut-être aussi donc la fin du capitalisme avec la crise de 2007-2008. D'accord ? Parce que, effectivement, on s'en est jamais remis. Et ça marque bien quand même la fin d'une époque, 2008. C'est le début de tout ce qu'on a connu ensuite. Tout est devenu plus misérable au niveau mondial à partir de 2008. Ça a mis un petit peu de temps, mais on s'en est absolument pas remis, puisque l'objectif pourrait être de faire une mise à mort programmée de ce type de capitalisme, en tout cas, qui contribuait trop à la pollution au niveau mondial, etc., et qui ne rentrerait pas dans l'agenda écologiste. Voilà. Donc, en somme, l'imprécateur, imparfait mais passionnant et visionnaire, ne mérite absolument pas son invisibilité, et mériterait largement une édition Blu-ray DVD afin que ses qualités et ses défauts puissent être appréciés de tous. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Allez regarder ce film, je vais vous mettre le lien, tant qu'il est en ligne, et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.